Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, c'est Philippe Brassac, le président de la Fédération bancaire française, directeur général du Crédit Agricole, qui est avec nous ce matin. Bonjour Philippe Brassac. Bonjour. On va commencer par faire un peu de conjoncture quand même, parce que vous êtes toujours aux avant-postes de ce qui se passe dans l'économie. On a un peu d'inquiétude en ce début d'année avec ce couvre-feu avancé à 18h, une partie de l'économie toujours qui est à l'arrêt, pas toute heureusement. Est-ce que vous êtes optimiste, modérément optimiste pour l'année qui vient ? Je le suis personnellement parce qu'il y a les vaccins. Voilà, il y a des polémiques sur le vaccin, sur la logistique, mais enfin, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Je me souviens personnellement qu'au mois de novembre, on nous disait qu'il n'y aurait pas de vaccin possible avant fin 2021. Là, la polémique, elle est sur le rythme tout de suite, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Et puis parce qu'il faut regarder la partie de l'économie qui fonctionne, qui est revenue au nominal. Vous avez au moins 90% de l'économie qui est revenue à des niveaux d'activité comme avant crise. Et qui n'a pas été perturbé par le deuxième confinement, puis par le couvre-feu ? Elle a été perturbée, mais avec des rebonds possibles. Il y a beaucoup de disparités dans tout ceci. Et finalement, la partie d'activité qui est toujours contrainte, raison de plus pour aller la sauver, c'est à la fois une question d'équité, mais c'est aussi une question d'intelligence économique. Nous avons des secteurs en grande difficulté, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'en 2020. Donc nous avons au total, l'État, les banques, la capacité à venir les soutenir pour enjamber cette crise sanitaire. Ça veut dire, Philippe Brassac, que vous ne voyez pas, peut-être le mot est un peu fort, mais de risque systémique, de défaillance, parce qu'on a justement circonscrit finalement cet arrêt de l'économie à certains secteurs bien délimités. Vous savez, quand je croise pas mal de personnes, on dit que je suis optimiste. J'ai l'impression que c'est un reproche qui m'est attribué d'une certaine façon. Non, je pense que l'optimisme est une nécessité en économie parce qu'il faut mettre de la confiance dans tout ceci et c'est un fait. Beaucoup ont prédit un mur de faillite en septembre 2020, il n'a pas eu lieu. Il y a en octobre, il y a en novembre, il y a de ça. Parce qu'il y a des mécanismes de soutien et qu'il y a un traitement personnalisé avec évidemment une clé, c'est qu'il faut sortir le plus vite possible de la crise sanitaire. Et donc vacciner encore plus vite que c'est le cas aujourd'hui. Quand on voit quand même cette étude de la BPI, là, 6% des entreprises qui ont souscrit des PGE ont peur de ne pas pouvoir les rembourser d'ici les 5 ans qu'on leur a accordés. Je trouve que c'est un chiffre encourageant. Parce que ça signifie que plus de la moitié des entreprises... Alors, le chef d'entreprise va choisir. Donc, pour moi, c'est très, très difficile de faire un pronostic. Mais nous pensons que plus de la moitié des chefs d'entreprise rembourseront leur PGE là, au bout d'un an. C'est-à-dire, au bout d'un an, ils ne vont pas demander le... C'est l'estimation que nous faisons aujourd'hui. La moitié, parce qu'ils ont la trésorerie disponible et ils se disent qu'autant rembourser le prêt. Oui, parce qu'ils sont en situation normale. Et puis, un chef d'entreprise, ça n'aime pas pousser sa dette devant lui. Donc, on pense que la moitié pourrait être remboursée dès le printemps. 75%... Donc, la moitié des 130 milliards. Oui, c'est cela. Et les 3/4 dans les 2 années. Et à l'autre extrémité du curseur, il y a effectivement aujourd'hui, et on comprend que certains n'aient pas le moral, 6% des chefs d'entreprise qui pensent qu'ils seront en difficulté pour rembourser à terme, d'ici 5 ans, cette dette-là. Et ça, ce taux de 6%, c'est un taux que vous aviez envisagé, qui n'est pas donc, qui est amortissable facilement ? On l'a pas envisagé parce que sur le papier, on doit pouvoir sortir tout le monde. Je le répète, cette crise n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire. L'économie, elle attend d'être libérée. Et donc, si vous soutenez suffisamment longtemps par des mesures d'État et des mesures de prêt ou de moratoire les entreprises, elles doivent être là, toujours présentes après la crise sanitaire. Normalement, l'objectif de 100% est en théorie obtenable. Qu'il y en ait 5 ou 6 qui aujourd'hui doutent de leur capacité à surmonter cela, ce n'est pas étonnant, mais prenons-le en l'envers, c'est plutôt une relative bonne nouvelle sur l'état d'esprit et l'optimisme du système. Vous venez de dire, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire. Au fond, c'est la théorie de on a mis sur off, on va remettre sur on. Mais vous ne pensez pas quand même, Philippe Brassac, qu'au bout d'un an, on ne peut plus tellement dire ça, au sens où il y a quand même des secteurs qui ne pourront pas remettre sur on. Il y a des restaurateurs, il y a des commerçants qui ne pourront pas rouvrir après 1 an ou 18 mois d'activité chaotique. Donc pour eux, ça n'aura pas été qu'une parenthèse. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas une crise économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faiblesse dans l'économie. Ces cafés, hôtels, restaurants n'étaient pas faibles. Ils n'ont aucune faiblesse en tant que telle. C'est un contexte extérieur qui les contraint. Et donc, la stratégie de l'État, c'est évidemment de sortir de la crise sanitaire, de soutenir les entreprises le temps d'eux. Et en théorie et normalement, nous devons avoir comme objectif que tout le monde puisse s'en sortir.
Mais regardez le transport aérien, par exemple, il y a des habitudes qui vont changer, sans doute sur les 3-4 prochaines années. Quand on a le patron d'aéroport de Paris, quand on a les constructeurs ou les compagnies aériennes, toutes nous disent on ne retrouvera pas la vie d'avant. Peut-être en 2024 ou 2025. Écoutez, je vais délibérément assurer le côté un petit peu contre-argumentation de cela, parce qu'il faut mettre de l'optimisme dans le système. Regardez la Chine. En quelques mois, le trafic aérien interne est revenu au nominal. On n'aurait pas imaginé cela, ça a été le cas. Donc je pense que nous sommes encore largement dans une économie qui attend d'être relibérée des contraintes. Évidemment, il y aura des changements de la société, ils s'accéléreront, mais si on résout la crise sanitaire et si on supporte au sens anglo-saxon du terme nos entreprises, elles doivent toutes pouvoir enjamber ces questions de confinement. Je vous confirme que vous êtes un vrai optimiste. Hein. Oui, mais c'est une nécessité. Il y a rarement sur les podiums des gens qui avaient des têtes de losers pendant toute la partie. Qu'est-ce que ça dit de notre système bancaire, cette crise qu'il a dû affronter, avec pour l'instant effectivement une solidité très apparente, enfin très rationnellement, on peut dire que le système a tenu. Hein. Définitivement, le système bancaire français notamment fait partie de la solution. Il ne fait pas partie du problème. Nous avons la solvabilité nécessaire, nous avons les provisions qui avaient déjà été constituées. Nos résultats seront atteints, bien sûr. Mais je vous parie d'avance qu'ils seront largement positifs encore en 2020. Notre solidité aura été préservée. Nous avons cette capacité à être en relais des mesures d'État pour soutenir l'économie. Est-ce que ça vous donne les arguments pour reprendre de manière normale la distribution des dividendes ? Alors, ça ne me donne pas des arguments. Ceci est contraint ou autorisé par les superviseurs. Vous avez vu qu'il y avait une interdiction en 2020 qui était une interdiction prudentielle. Je pense que le signal qui était donné, c'est que on voulait que tout le capital soit disponible pour financer l'économie. Et on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de contrainte là-dessus. La bonne nouvelle au sens, finalement, que nous allons vers une sortie de crise, c'est que nous serions autorisés en 2021 à revenir à tout ou partie de distribution. Tout ou partie. Et vous souhaitez que les autorités de contrôle vous l'autorisent ? Je vais parler pour le groupe Crédit Agricole, je le connais bien. Nous avions largement la capacité de payer nos dividendes en 2020, qui plus est à nos caisses régionales, qui sont nos actionnaires majoritaires, des banques coopératives mutualistes utiles au territoire. Oui, nous souhaitons revenir à une normalité de notre fonctionnement. Le capital doit être rémunéré, c'est à juste titre. Et ceci, une nouvelle fois, est le signe qu'on va plutôt vers la sortie de crise que son entrée. Une question sur le capitalisme français. Comment vous avez perçu ce veto, ce camouflet infligé aux Canadiens sur le dossier Carrefour ? Il y a le principe, et puis ensuite il y a le cas d'espèce. Le cas d'espèce, je ne peux pas le commenter. Le principe, c'est que oui, que l'État intervienne, puisse intervenir en amont des décisions économiques pour des questions de souveraineté. Sur le principe, c'est légitime. Sur le cas d'espèce, c'est autre chose. Mais en l'occurrence, c'est hypocrite. Ça a été fait pour des raisons uniquement politiques. Il y avait pas un Canadien qui, en plus, c'est pas un fonds, mais qui est un distributeur lui aussi, qui veut s'allier, racheter Carrefour. Est-ce que notre souveraineté était vraiment en cause ? Je ne me défie pas, simplement je ne connais pas le cas d'espèce. Ceci étant, quand vous êtes dans l'agroalimentaire, quand vous êtes dans l'alimentaire, je ne pense pas illégitime qu'on pose des questions de souveraineté. Fondamentalement, nos agriculteurs, par exemple, pouvaient être préoccupés de savoir où, finalement, ils pourraient écouler, sous quelle façon, leur production alimentaire en concurrence. Il y a d'autres distributeurs que Carrefour. Vous avez raison. Je dis juste qu'il est légitime que l'État ait une appréciation, quelle qu'elle soit. C'est pas dommageable pour la place de Paris. On appelle beaucoup les investissements étrangers à venir en France. Et là, du jour au lendemain, en quelques heures, sans avoir étudié le dossier, on dit non. Ce qui est dommageable, vous avez raison, c'est une décision finalement de refus, mais ce qui est positif, c'est que cela montre qu'il y a de très beaux outils industriels, de distribution, de banques d'ailleurs, en France, qui sont convoités par le reste de la Terre, et en tant que tel, c'est quand même un signal très positif. Il faut mieux faire envie que pitié. Oui. J'avais promis aux auditeurs et téléspectateurs le mode d'emploi sur la renégociation des prêts. Parce qu'il n'y a pas que les PGE. Le ministre de l'économie et la Fédération bancaire française on se sont mis d'accord, en fait, pour accorder un report, un nouvel échéancier pour les entreprises qui le demandaient. Ça se passe comment concrètement ?
François Astin, le patron de la CPME qui était à votre place, demandez-lui carrément une sorte de consolidation des prêts. Concrètement, je suis chef d'entreprise, je suis encore un peu en difficulté, je suis restaurateur, je dois pouvoir rééchelonner l'ensemble de mes échéances, je fais comment ? Oui, mais la disparité, l'hétérogénéité de l'économie aujourd'hui mérite autre chose qu'une mesure systématique, on va dire centralisée, qui est aveugle des situations individuelles. Il faut un traitement personnalisé pour tous, c'est le rôle du banquier, c'est son métier d'apprécier la capacité, la nécessité d'accorder des moratoires, et franchement, quand c'est nécessaire, c'est la chose la plus intelligente à faire. Donc, il n'y a pas de doute, comme pour le premier semestre 2020, où selon les établissements bancaires, ce fut le cas du nôtre, où nous n'avons pas automatisé des mises en place de moratoires, de faire en sorte que nous accordions tous les moratoires qui sont nécessaires à ces entreprises toujours aujourd'hui pénalisées par les mesures de confinement ou de limitation de l'activité. Donc le mode d'emploi, c'est d'appeler son banquier, de prendre rendez-vous et de discuter avec lui, et vous serez ouvert, en tout cas, c'est une hypothèse qui est possible. C'est notre intérêt en tant que banquier, et c'est la qualité du modèle de la banque à la française, la proximité à la fois territoriale, mais aussi relationnelle, permettant d'apprécier les situations avec cette convergence d'intérêts qui consiste à aider tout un chacun à pouvoir passer cette crise. Merci Philippe Brassac, merci à vous. Directeur général du Crédit Agricole, président de la Fédération bancaire française, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.